Bonjour à tous. Un jour, quelqu'un m'a dit que je rentrais dans une guerre de communication en décidant de combattre la pédocriminalité organisée au-delà du jeu des illusions. Cela m'avait relativement exaspéré, comme si le combat ou la résistance ne pouvait se faire que sur le plan abstrait ou au seul niveau de la dénonciation. Aujourd'hui, je prends toute la mesure de ce fait. Je réalise à quel point la communication constitue le cœur de tout combat du bien contre le mal sur cette planète. La manipulation de l'humanité par le biais de la puissance de la communication, ou plutôt de la propagande et de la tromperie, ayant lieu depuis plusieurs millénaires au moins. La tromperie et le jeu des illusions si prisés par Satan ont fait du monde ce qu'il est et de l'espèce humaine ce qu'elle est. C'est-à-dire une planète ravagée par une espèce dégénérée, coupée de ses racines et de toute conscience, réduite à l'état de bétail, insouciant du moins pour les plus privilégiés des 2 tiers gagnants. Ce préambule à cette toute première vidéo depuis ma disparition du 22 septembre 2012 n'est pas de trop pour comprendre ce qui suit. Allons droit au but. Le 22 septembre 2012, avec une petite équipe totalement improvisée, je me précipitais dans la gueule du loup. Le traquenard gendarmique qui nous attendait visait à dissuader quelques activistes de venir s'intéresser de trop près au cas de la jeune fille de Bollandose. Il est évident que ces gendarmes ne savaient pas que je faisais partie de cette petite expédition, de même que j'ai su, après, que certains d'entre eux n'étaient pas au fait du véritable objectif de leur zèle particulier de ce jour-là. Toujours est-il que le contrôle inopiné ne l'était en rien, même si notre ami Jérémy, aujourd'hui, défend la version des gendarmes d'Amancet, quant à l'opportune présence de 2 patrouilles sorties de nulle part pour nous serrer dans ce village de 300 habitants. Je rappelle brièvement le contexte de cet événement du 22 septembre 2012. Fin août 2012, Janet et moi revenions dans notre planque pour boucler notre dossier d'enquête sur le thème de la protection institutionnelle de la pédocriminalité de réseau, avec une dizaine de témoignages inédits de mamans victimes essentiellement. Le dernier dossier sur lequel nous avions enquêté était celui de Sandrine Gachadois, et notre dernière opération avait été d'approcher clandestinement ses enfants le 13 août 2012 pour tenter de récupérer un témoignage fort s'agissant d'enfants remis à leur bourreau par décision de justice. Ce fut un fiasco, mais le prétexte un peu plus tard pour la mise en forme frauduleuse d'une grave et fantaisiste accusation par cette même inquisition judiciaire, le cerbère du vaste et insoupçonné réseau pédocriminel satanique. Ça n'est pas le sujet de cette vidéo. Pour ce thème précis, je vous renvoie au documentaire en 11 parties que Janet et moi avons pris soin de mettre en forme l'hiver dernier, que vous trouverez enfin et seulement dernièrement en ligne. Donc, courant septembre 2012, je recontactais un certain Jérémy Léhu, duquel je m'étais rapproché quelques semaines auparavant. J'avais entendu parler de lui, mais surtout d'un certain dossier qu'il suivait, s'agissant celui de la jeune fille de Bollandose, une jeune fille de 19 ans victime depuis sa plus tendre enfance d'un énième sous-réseau protégé comme tous les autres, situé en Franche-Comté. Le contexte étant recadré, revenons donc à cette fameuse guerre de communication, objet de ce message. Celui-ci est motivé par l'accablante déclaration vidéo de Jérémy Léhu, qui prétend lever un lourd secret concernant ma disparition, que j'aurais organisé selon lui. Il n'est pas dans mes habitudes de chercher à me justifier face à des campagnes de calomnie, mais celle-ci est tellement bien menée, si sournoise et si lourde d'efficacité que pour une fois je me dois de mettre les points sur les i, à défaut de ne pouvoir les mettre ailleurs. La première remarque qui me chagrine est de considérer à quel point il suffit que le premier venu lance une affirmation invérifiable, tel un scoop, pour que tout l'Internet s'enflamme en criant à la manipulation dans son sillage. Je suis forcé de parler du premier venu, car
Ce brave garçon n'a d'audience sur Internet qu'à travers notre existence et notre histoire à Janet et moi, puisqu'à un moment donné, nous avons fait le mauvais choix de lui accorder quelque confiance. Pourtant, personne ne semble vouloir se demander si ce garçon ment, et si oui, pourquoi. La pensée qui vous vient très probablement à l'esprit sur le coup est de considérer ma réapparition soudaine sur la toile en cette occasion et seulement après la vidéo de Jérémie comme un aveu de ma prétendue culpabilité. Car cela prouve avant tout que je m'en suis effectivement bien sorti après l'épisode du 22 septembre. Merci pour ceux qui se sont réellement inquiétés. Ce qui n'est pas un secret pour quelques personnes depuis au moins un an, à commencer par le camp ennemi, qui a failli mettre la main sur moi une seconde fois entre-temps. Pour les esprits non avisés et trop enclins au raisonnement binaire, cela aurait tendance à confirmer les propos de Jérémie. Pour mes vrais amis, évidemment, c'est un soulagement, certes trop tardif, mais quand on est seul face à tout un système, toute une imposture sociétale satanique, avec entre autres sa tête mise à prix, on peut avoir quelque excuse que de négliger, de présenter ses vœux et d'envoyer des cartes postales, vous ne croyez pas? Le procès d'intention fait par Jérémie sur ce point précis trahit déjà sa profonde mauvaise foi et le véritable esprit de son intervention vidéo. Je dois, malgré tout, traiter tout de suite cette première zone d'ombre qui est de comprendre pourquoi donc n'ai-je jamais pris soin de réapparaître d'une façon ou d'une autre depuis ce funeste épisode du 22 septembre 2012 avant aujourd'hui. Prenez tout de même bien acte du fait que je n'estime en aucun cas avoir à me justifier et encore moins à m'excuser de quoi que ce soit. Je n'ai jusqu'ici fait exclusivement que mon devoir d'humain en ce qui me concerne, à un niveau de risque et de foi que jusqu'ici je n'ai pas encore croisé, avec comme seul réel binôme de terrain mon extraordinaire compagne Janet, et comme seul appui que celui d'armées d'internautes, certes bien intentionnés. Mais à tel point que Janet et moi finissons d'ailleurs par nous sentir comme deux personnages perdus dans un sinistre jeu vidéo pour le divertissement de la collectivité. Quant à ceux parmi cette collectivité qui croient bon de gober les déclarations de Jérémie sans plus se faire fonctionner leur cervelle, parlons de ceux qui ne sont pas des pédocriminels engagés sur les forums, sur les cyberforums. Ils ne sont pas de ceux qui risquent de comprendre quoi que ce soit, et encore moins de changer quoi que ce soit dans ce que nous dénonçons et que nous combattons. Premièrement, je me dois de préciser que Jérémie n'a pas à être remercié pour m'avoir récupéré sortant d'un champ de maïs. Comme il le précise avec moult petits détails inventés pour donner du crédit à sa fable. Pas plus qu'il faudrait remercier un certain Vandenberg pour m'avoir récupéré et exfiltré depuis la manifestation d'Amancet. Mettez-vous d'accord, les copains. Depuis le début de cette histoire, ayant jusqu'ici, et pour des raisons que je vais développer plus loin, fait le choix de la garder en veilleuse, je vous avouerai n'avoir donc aucune prise sur les versions inventées par les uns et les autres à propos de ce qui serait survenu de moi après ma traque du 22 septembre 2012. Je ne vous livrerai jamais la vérité sur comment je me suis sorti de cette tragique aventure. Pour la simple raison que nous sommes dans le hors-sujet, et surtout parce qu'il est hors de question que je livre des indications relatives à des personnes qui m'ont, contre toute attente, permis de m'en sortir. Mais ces personnes qui m'ont sauvé ne sont en aucun cas en mesure de s'en vanter sur le net, et je ne tomberai pas dans le piège d'en dire trop en voulant me justifier face aux élucubrations malveillantes transitant par un petit mental manipulé. Pour ce qui est donc de la version de Jérémie, pas moins intéressante certes que celle de Vandenberg, il faudrait pouvoir imaginer que j'ai pu me mouvoir avec tant d'aisance et sans précaution dans une zone quadrillée par les gendarmes avec un certain effectif engagé pour me traquer.
Jérémie mentirait-il effrontément, comme Vandenberg ou tant d'autres? Pour quelle raison? Je vous renvoie à la question, et soyez attentifs, je vous prie. Si sa version était vraie, pourquoi diable la livrerait-il ainsi subitement, après tant de temps, juste pour soulager sa pseudo-conscience d'un prétendu énorme mensonge devenu insupportable avec le temps? À qui le prétendu énorme mensonge aurait-il, le cas échéant, porté préjudice? Au réseau pédosataniste ou à ses victimes? À l'inverse, à qui la prétendue révélation de Jérémie profite-t-elle et nuit-elle? Le ton se veut celui du gars trop intègre qui ne peut plus supporter de porter le trop lourd secret d'un mensonge crapuleux, avec l'emploi galvaudé de la notion d'honnêteté et d'aversion prétendu mensonge. Mais le fond de cette pathétique intervention, dictée sans aucun doute sous la menace par ceux-là même que nous dénonçons, est celui d'un pauvre type terrorisé qui vend son âme et trahit une cause que nul ne doit trahir. Une cause pour laquelle Janet et moi avons tout sacrifié, et pour laquelle nous, et nous seuls, nous risquons proprement jusqu'à notre vie, aujourd'hui sans doute plus que jamais. Dois-je rappeler que la vraie préoccupation au centre de tout ce tam-tam médiatique que j'aurais organisé concerne la vérité à propos de quantités invraisemblables d'enfants de tous horizons qui sont victimes des pires sévices qui soient, sous votre nez, avec la bénédiction et la participation de nos élites sociétales et dirigeantes. Cela, un garçon honnête n'aurait pas pu l'occulter subitement pour estimer avoir une crise de conscience à propos de ma pseudo-manipulation, sachant que le seul et unique effet d'une telle déclaration ne pouvait être que de me discréditer avec Janet, et ainsi de plomber sérieusement cette cause que jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai été le seul, avec Janet, à porter jusqu'à un tel niveau d'engagement. Bref, il semble que le résultat recherché ait été obtenu, au moins jusqu'ici, et il est clair que notre pauvre garçon n'est pas l'auteur de cette astucieuse manipulation, car en fait de manipulation, il faudrait que vous tous preniez un peu de recul. Regardez à nouveau la vidéo du garçon à la crise de conscience. Il ne regarde pratiquement jamais l'objectif en face. Il éprouve l'irrépressible besoin de se réhydrater en permanence, sans même attendre d'avoir fini sa triste besogne. Cela est un signe de stress élevé. Et il est également possible que la déshydratation soit provoquée par quelques remontants nécessaires pour se donner du courage. Il commente ses mensonges avec une grossièreté déplacée, mais la matière fécale dont il parle avec dégoût et tant d'insistance concerne en fait sa propre trahison, ce que sa conscience ne peut occulter. Pauvre type, je n'aimerais pas être à sa place en vérité. Ceci dit, quant à savoir si sa version est crédible concernant ceux qui la défendent avec tant d'énergie sans plus chercher d'éléments, il aurait fallu commencer par se porter sur le terrain pour changer un peu, afin de se rendre compte de l'impossibilité d'un tel rebondissement. Bref, la question fondamentale qui suit serait de savoir, si il était vrai que je sois allé jusqu'à organiser ma disparition, sur base de quoi, premièrement, me serais-je appuyé pour monter un tel bateau? Le 22 septembre 2012, je me suis retrouvé seul, traqué en territoire ennemi, avec une préoccupation majeure et immédiate, rester libre et donc survivre, et ce qui venait de se produire, comme ce qui m'avait porté à Bolondoz ce jour-là, n'était pas une farce, et encore moins la préparation d'un coup tordu de ma part. Ceci dit, si j'avais cru bon de rebondir ainsi à un tel coup dur, s'agissant de ma traque, en ayant réchappé par miracle, quel aurait bien pu être mon but en organisant ma disparition? Me rendre intéressant, sans plus pouvoir communiquer, puisque ce fut mon choix. C'est un non-sens. Et j'estime en outre avoir traversé ma crise d'adolescence. Planter la cause pour me mettre au vert,
refaire une vie plus normale, plus supportable. Je vous mentirai à mon tour, en affirmant que cela ne m'a jamais traversé l'esprit, mais plutôt dernièrement en fait, car l'écœurement que j'éprouve n'a pas d'équivalent face à l'éternelle trahison. Car quand ça n'est pas quelques pseudo-résistants, ce sont des prétendues mères victimes qui trahissent, à commencer leurs propres enfants, par seule lâcheté. À de trop rares exceptions prêtes, comme celle de Sandrine Gachadois, également discréditée par certains propos parfaitement déplacés de Jérémy. Je suis également profondément dégoûté par cette écrasante stupidité collective qui permet toujours aux satanistes de triompher avec leur jeu d'illusion, leur propagande facile, en faisant passer ceux qui osent les affronter pour des escrocs ou des détraqués mentaux. Mais sachez bien que ce n'est pas pour votre collectivité dite humaine que je me bats aujourd'hui. Elle n'en vaut pas la peine. Même si je prends en compte que ce qu'elle est de si profondément méprisable n'est que le fruit de plans de contrôle appliqués depuis des millénaires à travers de formidables matrices désignées de civilisation. Comprenne qui peut. Non, je me bats pour la vie sur Terre, que cette collectivité participe si joyeusement à détruire frénétiquement. Je me bats, malgré tout encore, pour vos enfants martyrs, et ceux qui sont appelés à le devenir, ou à devenir des LGBT dégénérés. Car si l'humanité ne change pas, très vite et radicalement, grâce au combat d'une minorité active qu'il convient de rallier et de mettre en ordre de résistance, ça n'est pas seulement cette triste espèce égotique et dépravée qui est perdue, mais à cause d'elle, tout ce qui vit sur cette planète ravagée. Alors je tente d'influer encore sur cette collectivité dite humaine, actionnée pour la destruction du vivant au profit de l'industriel et de l'artificiel luciférien, à travers le réveil d'une minorité. Les abominations commises massivement sur les enfants de votre collectivité, sous votre nez, devraient être, selon moi, quelque chose qui devrait enfin faire sortir de leur léthargie ceux qui ont encore une conscience et un tant soit peu de courage, et enfin les faire réagir. C'est ainsi que je voudrais faire réagir celles et ceux parmi vous qui ne sont pas encore totalement zombifiés, déshumanisés, dépravés, dégénérés. Ceux qui ne prônent pas la passivité New Age ou ne font pas l'obscène apologie de la prospérité. Méprisable non-sens collabo quand le seul discours viable est celui du combat. Et quand j'emploie le mot combat, je vous prie de croire que ce n'est pas une abstraction ou une vue de l'esprit. Je voudrais rallier à moi, dans ce combat que tout le monde fuit, ceux qui ont encore un peu de courage, un peu de conscience, un peu de sens de l'unité universelle. Tout le monde ne va pas comprendre ce que je viens de dire, mais mes propos ne sont destinés qu'à une infime minorité, hélas, que du reste, je n'ai pas encore identifié. Je vous avouerai que Janet et moi, nous sentons bien seuls, atterrés de ne pas réussir à mobiliser de volontaires pour ce combat pour la vie, ou pour les enfants martyrs, les vôtres. Mais pourtant non. Je n'ai pas profité du coup dur du 22 septembre 2012 pour tenter de me retirer de ce combat pour lequel j'ai tout donné jusqu'ici. Pour la simple raison que ma seule et unique raison de vivre reste de tout faire pour enrayer les plans lucifériens et permettre qu'un jour, une vraie résistance se dresse contre eux et leurs promoteurs, ceux dans l'optique d'un monde meilleur, que de toute façon je ne verrai jamais de mon vivant. Alors, quelle autre motivation les calomnieurs et pédocriminels internautes peuvent-ils invoquer sur mon compte pour communiquer sur ma pseudo-manipulation?
Ah oui, récolter de l'argent. Bien sûr, ceux qui participent à la manipulation lancée depuis Jérémie se précipitent pour saturer les forums en me traitant d'escroc, comme si les quelques dons récoltés en 2012 avaient servi à autre chose qu'agresser des porcs d'avocats, comme toujours. Ce qui prouve que je ne contrôlais rien du tout. Et pour un escroc, c'est moyen. Je crois d'ailleurs savoir que quelques personnes ont piqué dans la caisse, histoire de bien décourager ceux qui avaient autant de bonne volonté. Et c'est toujours la même technique. Décourager ceux qui voudraient être dans le combat. Escroc pourtant. Rien de neuf depuis l'affaire Vincent. Mais j'aimerais bien que vous me listiez les escrocs qui ont cru judicieux de rentrer en clandestinité, de risquer ainsi leur carcasse pour une cause dont personne ne veut entendre parler, comme si une telle position pouvait permettre de se faire du fric. Et je crois qu'il est plus simple de se faire du fric pour ceux qui n'ont pas d'autre but existentiel, ça fait du monde, en commençant par éviter de se frotter à l'imposture judiciaire, pour ne pas dire à l'imposture sociétale. Alors si j'avais été dans cet état d'esprit, ça n'est même pas à l'époque de l'affaire Vincent, quand j'ai choisi de rentrer en clandestinité pour sa cause, que la question se serait posée. Mais du temps où, jeune sous-officier de gendarmerie, j'ai fait le choix de démissionner après m'être interposé à une gravissime agression commise par mes collègues et supérieurs sur un jeune Surinamien de 15 ans en Guyane française. Et les salopes qui affirment avoir quelques dossiers sur mon compte, en affirmant également que j'ai été viré de la gendarmerie, pourraient-elles enfin mettre en ligne leurs dossiers et expliquer comment, si j'avais été viré de la gendarmerie, j'aurais pu faire pour me faire muter au premier RPIMA de Bayonne, unité hautement spécialisée. À l'époque, ma carrière de sous-officier de gendarmerie n'a pas fait un pli à mon niveau de conscience de l'époque. Et pourtant la gamelle est bonne et sûre, comme on dit. Alors quel moyen pour celui qui n'a d'autre but existentiel, et je le répète, que de faire du fric, que de commencer à préserver sa carrière, et avant tout donc de fermer les yeux et d'accepter, comme tout le monde, la compromission. Merci à ceux qui osent me traiter d'escroc, de bien vouloir commencer par présenter leurs états de service et à développer un peu plus sérieusement leur point de vue. Non, le choix du fric et du confort facile concerne ceux qui préfèrent participer à la bonne marche de cette monstrueuse imposture sociétale en s'en trouvant tous les justificatifs d'usage. Et je crois que ça fait du monde, et que la vraie escroquerie, la vraie trahison, concerne la quasi-totalité de la collectivité humaine qui, prenant conscience de son niveau de participation à cette infernale matrice, préfère se convaincre qu'il n'y a pas d'autre option que de collaborer. Charge à Jeannette et moi, il faut croire, de vous démontrer le contraire. Et sincèrement, nous ne comptons pas sur vos dons pour notre survie. Et nous devons vous rappeler que ceci nous est, du reste, secondaire, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris. Merci. Pourtant, pour monter quelque opération clandestine à même de prouver une bonne fois pour toutes la réalité des réseaux pédosataniques, pour reprendre les termes des imposteurs de magistrats, qui ont monté leur dernière accusation contre Jeannette et moi, quelques subventions auraient été plus que bienvenues. Et oui, les magistrats pédosataniques, suite au traquenard du 22 septembre, auquel je n'ai réchappé que par pur miracle, ont alors découvert quel était mon véritable projet, qui consistait à m'inviter dans une de leurs joyeuses soirées ou parties de chasse à l'enfant, arme à la main et caméra vidéo sur le casque. Voilà, l'essentiel est dit. Et nul préjudice, puisque les premiers informés de mes vrais projets ont été les pédocriminels sataniques eux-mêmes et leurs protecteurs, après un certain 22 septembre 2012. Donc l'ennemi s'est quelque peu inquiété et a appliqué sa terreur d'inquisition généreusement
pour traiter la menace le plus radicalement possible, d'où la croustillante manipulation judiciaire sur fond de prétendues associations de malfaiteurs ayant en objet un multiple enlèvement de mineurs. Puis dernièrement, ayant intercepté notre vidéoconférence en 11 parties que nous avions expédiée à des partisans l'hiver dernier, bien avant donc qu'elle ne puisse être publiée, c'est une astucieuse campagne de discrédit qui a été lancée à travers notre ami Jérémy et son scoop sur ma prétendue manipulation, histoire de couper l'herbe sous le pied de notre contre-offensive vidéo. Et si vous prenez le temps de la regarder, vous comprendrez en quoi elle dérange. Je reviendrai donc sur l'histoire de cette vidéo et de sa non-parution un peu plus loin. Ceci dit, je ne vous garantis pas que je ne serais pas allé, s'il le fallait, jusqu'à organiser réellement ma disparition et le tam-tam qui en a suivi, sachant que cela pouvait, en désespoir de cause, maintenir les projecteurs de façon indirecte sur Joy, la jeune fille de Bollandoz. Car ma disparition, présentée comme une manipulation par notre ami Jérémy, a eu l'effet indéniable de braquer les projecteurs non seulement sur l'insoupçonnée configuration de protection institutionnelle de la pédocriminalité de réseau, mais plus précisément de braquer ces projecteurs sur le cas de cette jeune fille, de ce témoin victime qui avait trop parlé et pour qui les chances de survie s'en trouvaient donc plus que réduites. Donc, si on devait définir à qui aurait porté préjudice ma prétendue manipulation et à qui elle aurait servi, force est de constater que cet événement a porté un coup au réseau et très certainement évité à Joy de se faire trucider. Car dois-je vous rappeler que l'imposture judiciaire satanique après la conférence du 20 octobre 2012 à Amancet, organisée par Janet, s'est rabattue sur l'option du simulacre d'enquête sur l'affaire Joy, sa mise à mort étant devenue une option trop maladroite. Mais au fond, peut-être que tout le monde s'en fout également, que cette malheureuse puisse se faire dépecer lors d'une dernière soirée, devant une caméra, pour avoir osé tenter de dénoncer le sous-réseau local. Peut-être que les états d'âme égotiques des pauvres types qui se sentent lésés par ma prétendue manipulation ont plus d'importance que le sort de cette jeune victime. En tout cas, c'est ce qu'il ressort des forums. Et sur ce coup-là, je vous laisse imaginer quels commentaires je voudrais faire, mais je préfère garder pour moi. Communication oblige. Mais je rappelle à ceux qui, d'une part, ont un cerveau, et d'autre part, ne sont pas insensibles au sort de Joy, pour la nommer, témoin victime que le crime organisé ne risque pas de reconnaître comme telle, qu'il convient à vous tous de maintenir sur elle la lumière des projecteurs et de la protéger en parlant le plus possible, au moins, n'en déplaise à Jérémy et ses donneurs d'ordre. Rappelez-vous que seul le bruit et la lumière, tant qu'ils sont un tant soit peu maintenus, ont dans certains cas, comme celui-ci, le pouvoir, limité certes, de garder en suspens les abominations des pédocriminels sataniques. Et veuillez bien remarquer en passant que les consignes que vous donne Jérémy au sujet du silence à observer au propos de Joy sont justement celles qui servent l'Inquisition et qui sont imposées systématiquement par les baveux et les autres traîtres. Sur ce point, Jérémy se mange les paroles, voulant dire, sans arriver à le dire clairement, que le bruit occasionné autour de Joy lui porterait bien plus de préjudice que le fait de rester la proie du sous-réseau du Doubs, dans une indifférence et une omerta totale. C'est le même genre de discours putride que les pédocriminels virolant les institutions tiennent systématiquement en expliquant que faire du bruit sur la situation d'un enfant violé nuit à sa tranquillité psychologique et son épanouissement, bien plus que le fait de se faire régulièrement sodomiser par son géniteur. Mais, pour en finir avec cette rumeur lancée par notre ami Jérémy à propos d'une manipulation que j'aurais organisée, je ne peux que démentir, quelque peu exaspéré,
de me sentir obligé de me justifier après des années de combat face aux élucubrations d'un pauvre type au petit mental. La seule chose que j'ai été capable de faire suite au 22 septembre 2012, ça a été de survivre, terré dans un trou, misérablement, sans même pouvoir éviter à Janet de se faire prendre dans les griffes de l'Inquisition. Car en suivant le raisonnement jusqu'au bout de certains cybercommentateurs anonymes décidément très inspirés, j'aurais donc exposé ma propre compagne, juste pour faire parler un peu de moi. Merci de me tenir de tels égarements. Alors, cette question, pourquoi n'ai-je donc pas réapparu avant? Premièrement, tant que Janet était entre les griffes de l'ennemi après son arrestation du 23 octobre 2012, cela aurait aggravé la situation et probablement déclenché le pire contre elle, un pire auquel elle a échappé de peu. Selon moi, si j'avais eu le malheur de réapparaître pour attaquer les pseudo-magistrats à coups de vaines vidéos, il ne fait aucun doute que les représailles auraient frappé un peu plus sévèrement ma compagne. Car faisons la part des choses, par rapport à ce que je viens de dire à propos du bruit à maintenir sur une affaire. La communication pour maintenir des projecteurs sur les exactions du réseau ne peut être faite que de façon la plus diffuse possible, mais en aucun cas par une personne directement ciblée et exposée. En ce qui me concernait, le fait que Janet était entre les griffes de ce service d'inquisition judiciaire revenait en pratique pour moi à être exposé personnellement aux représailles à travers ce qui pouvait être fait à Janet. Pour autant, en me faisant oublier là où il était prévisible de ma part que je me manifeste, il me semblait logique que les inquisiteurs allaient s'organiser pour une seconde option, me tendre un piège dans un deuxième temps, et que libérer Janet, alors, serait leur meilleur atout. Car puisque je ne faisais pas personnellement de ramdam avec des vidéos, il était possible aux inquisiteurs de miser sur une totale retombée du bruit, condition pour eux, en vue de déclencher un piège sur la libération provisoire de Janet, plutôt que d'appliquer quelque autre traitement. Si j'avais organisé une telle situation, suivant les pseudo-révélations de Jérémie, dites-moi donc quel meilleur sujet aurais-je pu avoir que celui de l'incarcération de Janet pour tenter de remonter mes troupes, pour reprendre les termes de certains détracteurs, bien en verbe. J'ai dû ronger mon frein, plonger dans un désespoir destructeur et attendre encore et encore pour déjouer le piège qui finalement était tendu autour de la liberté provisoire de ma compagne. Seulement, à partir du moment où, un an après notre séparation, nous avons su déjouer ce piège pour nous retrouver et nous replier ensemble en clandestinité, en relative sécurité, nous pouvions et nous devions songer à communiquer à nouveau. Mais premièrement, à moins de n'être qu'un pathétique cyber-spectateur-commentateur, il est facile de comprendre que dans les tout premiers temps de notre mise à couvert, communiquer n'était pas notre priorité vitale. Pourtant, dès que cela a été possible, c'est-à-dire l'hiver dernier, nous avons fait une vidéoconférence en 11 parties et nous l'avons expédiée dès que possible à quelques partisans fiables. En effet, nous savons fort bien que publier nous-mêmes nos travaux sur un compte internet tente à indiquer au réseau notre position géographique précise, d'où la nécessité de passer toujours par des intermédiaires. Mais cette vidéo n'est jamais sortie jusqu'ici. Seul l'ennemi a été informé de son contenu. Par contre, hasard, quelque temps après, c'est la crise de conscience de Jérémie qui est venue couper l'herbe sous le pied de cette formidable contre-offensive que nous vous avions préparée. Alors qu'en déduisez-vous?
De toute évidence, les boîtes postales des personnes à qui nous avions expédié nos DVD étaient et sont surveillées assez sérieusement. Dès lors que notre contre-offensive était interceptée par le réseau et que Janet ne pouvait plus être retournée contre la cause, comme le contrat le lui avait été proposé, il importait au réseau de réagir et de tenter de discréditer tant notre couple que la cause que nous servons. Janet n'étant plus à la merci de l'Inquisition pour être retournée contre la cause, restait Jeremy qui ne risquait pas de faire un pli. Pourtant, quand je l'avais rencontré en été 2012, je l'avais mis en garde à propos de cette erreur fondamentale sur laquelle je me permets de vous interpeller pour finir. Nul ne peut résister à visage découvert en ayant une vie sociale normale. Et qui le fait finit par se faire instrumentaliser pour faire le jeu du réseau, ne serait-ce qu'au niveau du jeu des illusions. Jérémy, probablement un garçon honnête dans le fond, même après son incarcération et la crapuleuse mise en accusation qu'il partage avec nous, a commis cette tragique erreur. Celle de rester à la merci du crime organisé que nous entendons dénoncer et combattre, et plus précisément de l'imposture judiciaire. Janet, en septembre 2013, a fait le bon choix, celui qui permet de ne pas vendre son âme, de ne pas trahir, en particulier tous ceux pour qui nous combattons, à savoir en premier lieu les enfants martyrs. Rentrer en clandestinité et afficher cette opposition, quel qu'en puisse être le prix à payer au final, est le seul moyen de pouvoir résister sans devenir l'instrument de la monstrueuse matrice. Le seul moyen de préserver son âme, sachant que c'est bien nos âmes à toutes et à tous qui semblent être le réel enjeu de toute l'histoire de l'humanité. Maintenant que vous avez ma version des faits, je ne vous dirai pas que c'est la parole de Jérémy contre la mienne, mais tout un système satanique contre les efforts désespérés et surhumains d'un couple trop isolé pour le mettre en lumière. Choisissez donc votre camp. Et si vous vous sentez le courage d'un résistant, hors du cirque de la cyber-résistance, privilégiez donc le port de la cagoule, en prenant grand soin de ne jamais vous faire repérer par l'œil, ou rejoignez le maquis. Au moins, le misérable exercice de collaboralisme de Jérémy nous aura permis de formaliser ce point. Merci et à bientôt.